Non, Jean Portmanov n'est pas mort pour rire. Il est mort parce qu'un système a transformé la souffrance en spectacle et qu'un public a payé pour en voir toujours plus. Derrière le titre que j'ai choisi, « Mort pour de rire », il y a une réalité tragique, en fin de compte. C'est la mécanique et l'emprise de la violence et de l'humiliation qui tuent pour de vrai. Logiquement, j'ai déjà prévu la vidéo qui aurait dû paraître aujourd'hui, mais vu ce qui s'est passé, j'ai décidé de la décaler à la semaine prochaine et d'enregistrer cette vidéo. Alors déjà, je vais commencer par expliquer un petit peu le contexte parce que la plupart des gens qui suivent ma chaîne ne connaissent peut-être pas ces principes et tombent peut-être un peu de haut en se disant « mais de quoi s'agit-il exactement ?» Alors, déjà, on va commencer par Kick. Kick, c'est une plateforme de streaming, c'est-à-dire que les gens sont en ligne, ils sont en train de visiter des villes, ou ils sont en train de déconner, ou de jouer à des jeux en ligne, etc. Et c'est retransmis en direct, une forme de télévision en direct, un live en quelque sorte. Jusqu'ici, l'une des principales plateformes était Twitch, et Kick est en fin de compte une compétition à Twitch. Et elle est connue pour déjà avoir une rémunération très avantageuse, c'est-à-dire qu'elle donne 95% de ce qui est gagné aux streamers, et donc elle ne gagne que 5%, alors que Twitch fait du 50-50. Et de plus, il y a une modération extrêmement laxiste, ce qui fait qu'il y a des contenus interdits, des contenus très limites, qui vont être interdits sur d'autres plateformes et qui sont autorisés sur Kick. Ça peut être des jeux d'argent, des violences, des humiliations, etc. Et sur Kick, il y a eu un concept un petit peu particulier qui est apparu, c'est ce qu'on appelle nuisance streamers, c'est-à-dire les streamers qui font de la nuisance. Et c'est en étudier ce cas, le cas de Johnny Somali, justement pour en faire une vidéo sur cette chaîne. Et je suis toujours en train, c'est un cas que je suis maintenant depuis un peu plus d'1 an. Et je continue à ramasser du matériel avant de faire le reportage là-dessus. Donc ça viendra un peu plus profondément dans quelques temps. Et il y a aussi un concept qui est que les spectateurs peuvent payer pour déclencher une humiliation en direct contre une personne qui est présente dans le live. Par exemple, si vous donnez 20 €, je lui balance de la peinture sur la tronche. Si vous donnez tant et tant d'argent, on l'empêche de dormir, etc. Ou on lui donne une claque, et ça va être 5 € pour une claque, 10 € pour un coup de poing, enfin bref, des trucs comme ça. Certains lives durent des centaines d'heures, et par exemple, le live qui a coûté la vie à Jean Portmanov, en fin de compte, a duré plus de 280 heures. À la filée, à la suite, sans interruption. 280 heures, c'est 11 jours et 16 heures, me dit mon petit papier. Donc, pendant 11 jours et 16 heures, Jean Portmanov a subi les humiliations et les coups, etc., de plusieurs personnes. D'après l'étude qui a été faite par Mediapart, les reconstitutions, d'après les dons qui ont été donnés, qui ont été faits, etc., ce genre de choses rapportait aux environs de 13 000 € par mois aux protagonistes, pour 4 personnes. Donc, à la limite, une vie, c'est pas très cher quand on compte comme ça et quand on divise par 4. Alors, les protagonistes principaux de cette histoire, il y en a 4. Il y a 2 victimes et 2 personnes qui ont torturé, 2 barbares. Vous avez donc Jean Portmanov, qui en fin de compte s'appelle Raphaël Graven, un ancien militaire. Il est né en 1979. Il est devenu streamer sous le nom de Jean Portmanov. À l'époque, il avait commencé à streamer des jeux en ligne, des trucs comme ça. Et puis après, il a rejoint Kick en 2023. Et il est devenu le streamer français le plus suivi. Il y a vraiment des centaines de milliers de personnes qui le suivent. Autre victime, Koudou, qui est une personne en situation de handicap. À l'origine, Koudou était un spectateur et puis ça l'a intéressé et après il s'est arrangé pour faire partie donc des protagonistes. Lui, il était fréquemment cible de moqueries, d'humiliations, donc en direct, puisque c'était le but de ce streaming. Et donc les 2 barbares, ça va être Naruto,
ou Naruto, mais enfin, je pense que ça se prononce Naruto, de son vrai nom Owen Setazandoti, et Safin, de son vrai nom Safin Hamadi. Tous deux sont des streamers niçois et c'est eux qui organisaient et qui animaient ce fameux système. Déjà en 2024, en décembre 2024, il y a eu une enquête menée par Mediapart, pour une fois ils ont servi à quelque chose, qui a révélé ce business de la maltraitance. Et donc, en janvier 2025, il y a eu une ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Nice qui a mené à une garde à vue de Naruto et de Safin, une perquisition sur les lieux et des saisines matérielles. Puis, il y a eu une issue provisoire. Les suspects ont été remis en liberté parce que les victimes, donc Portmanov et Koudou, ont nié les faits et ont refusé de porter plainte. Donc, l'affaire s'est arrêtée là. Comme il n'y a pas eu de suivi. Donc, les faits... Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, après plus de 280 heures de live, je crois que c'était aux environs de 285, Jean Portmanov manifeste des signes de détresse. Il envoie un message alarmant à sa mère, il ne peut plus supporter, ça va, il ne peut plus tenir le coup, il a peur, et puis en direct, il s'effondre. Cela prendra plus de 30 minutes aux autres protagonistes, aux deux barbares, pour se rendre compte que le bonhomme est mort. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, ils vont lui balancer de l'eau sur la tête, ils vont lui envoyer des chaussures, ils vont lui envoyer des coups pour le réveiller. Et c'est seulement après une trentaine de minutes où ils se rendent compte qu'en fin de compte, il est quand même allongé d'une manière bizarre, qu'il vérifie, il voit que, il est mort, et donc il coupe le flux. Le décès est donc confirmé depuis et l'autopsie est en cours, une enquête est en cours en ce moment et voilà où on en est dans cette situation ou dans cette histoire. Alors après, vous allez me dire, bon, c'est un fait divers, c'est vrai, c'est bien dommage, mais en quoi est-ce que ça va intéresser les personnes qui regardent votre chaîne ? Ça va intéresser les personnes qui regardent ma chaîne tout simplement parce que il y a une grande composante psychologique que l'on peut voir dans plein de situations aujourd'hui et qu'il est important de remarquer et qu'il est important d'y être attentif. Et peut-être aussi, ça serait une bonne idée de faire quelque chose. Parce que la première question qui vient à l'esprit et que beaucoup de gens se posent, c'est « Ouais, mais Jean Portmanov, pourquoi il s'est laissé abuser ?» Parce que l'une des réponses qui a été donnée lors de la garde à vue des protagonistes, ça a été, oui, mais il peut sortir quand il veut. Et c'est d'ailleurs l'un des arguments qui est toujours avancé en ce moment sur le net dans les discussions. Oui, mais il n'était pas enfermé, il pouvait sortir quand il voulait, il n'était pas retenu, c'était son choix à lui. C'est lui qui a décidé, et c'est lui qui n'a pas déposé plainte. Quand il a eu la possibilité, il n'a rien fait, il n'a pas déposé plainte, et il n'était pas menacé. Donc, il n'avait qu'à pas se laisser abuser. Et ça, si vous le notez, bien entendu, pour beaucoup de personnes, malheureusement pas suffisamment, ça fait clic. Où on se dit, tiens, ça me rappelle les personnes qui sont dans des relations narcissiques et qui continuent à se laisser abuser sans oser en sortir. Et pourtant, ils ne sont pas en prison. Ça nous fait penser aux femmes battues qui s'en prennent plein la tête et qui, quand elles vont au travail avec des yeux au beurre noir, disent aux collègues « je suis tombé ». Tout ce concept est exactement le même concept de la victime, dans ce cas-là de Jean Portmanov, tout comme de beaucoup de personnes qui sont dans des sectes ou qui sont dans des relations extrêmement toxiques ou dans les relations violentes. Quoique violentes et toxiques, très souvent, vont de pair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, tout comme dans une relation toxique, les humiliations sont venues petit à petit. Lorsque Portmanov a commencé son stream, les humiliations, c'était des petites choses, c'était des petits trucs, c'était des petits coups. Tout comme les humiliations dans le couple toxique commencent par des petites blagues. « Oh, mais écoute, c'était pas méchant, faut pas prendre ça comme ça. » Tout comme dans une secte ou dans n'importe quel autre groupe toxique,
Eh ben, au début, tout va bien, et puis petit à petit, les choses s'enveniment de plus en plus. Donc, ça va être des actes légers, banalisés au départ, qui vont être des blagues et qui vont monter en intensité. La victime développe une tolérance croissante et s'adapte cognitivement en minimisant la gravité des faits et continue à minimiser la gravité des faits. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Ça, c'est Skinner qui l'a démontré dans les années 50. Et puis, vous avez en plus de ça une alternance de récompenses. Dans ce cas-là, vous avez des applaudissements, vous avez de l'argent, vous avez de la reconnaissance et les punitions. Cela crée une dépendance psychologique qui ressemble parfaitement donc au principe du lien traumatique dont j'ai parlé dans certaines de mes vidéos, où on subit les humiliations parce qu'à la clé, il peut y avoir les bons moments que l'on recherche et que l'on veut avoir. Et puis, il y a des facteurs individuels, parce que Portmanov était donc un ancien militaire, donc il avait probablement intériorisé une assez bonne tolérance à la douleur et à l'autorité. Et donc, dans ce cas, c'est pour ça que, lors de l'enquête, en janvier 2025, il a nié ou il a minimisé les violences, ce qui est donc extrêmement fréquent chez les victimes d'emprise. Et c'est des cas qui sont très bien décrits en psychologie clinique. C'est ce qu'on appelle l'adaptation traumatique. Il y a rien de... C'est tout à fait connu. Et il est impressionnant, en quelque sorte, que personne n'ait tiqué sur le truc, quoi. Il n'a pas déposé plainte. Alors tant pis, quoi. Après, il y a le profil des perpétrateurs. Donc, avoir les profils des agresseurs, d'après ce que j'ai vu, vous avez de toute évidence des traits de personnalité antisociale. Hein. Ils ont une totale indifférence à la souffrance. Ils trouvent même ça amusant. Il y a beaucoup de manipulation. Il y a des composantes de narcissisme malveillant. Hein. Ils ont ce besoin de dominer, la jouissance de l'humiliation et de toute évidence une immaturité émotionnelle. S'il y a des émotions. Et la violence, donc, va très facilement s'intensifier parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui vont entrer en jeu. Alors, en plus donc, des mécanismes qui sont cohérents avec ce type de personnalité, vous allez avoir une habituation parce que ça peut choquer au début et puis ça devient banal. Et donc, du coup, ça nécessite une escalade. Les choses montent petit à petit. Et les choses qui étaient excitantes il y a un mois sont devenues banales, donc on monte d'un degré pour retrouver l'excitation. Il y a la pression de l'audience, donc vous allez avoir plein de gens qui sont en train de payer pour commander, en fin de compte, une commande de souffrance. Hein, comme on commande une pizza, là, ils commandent la souffrance d'une personne. Il y a un désengagement moral qui fait donc que lorsqu'il y a des personnes qui payent pour voir, il y a une diffusion de la responsabilité. Ce n'est pas quelque chose que je fais, ce n'est pas ma responsabilité à moi tout seul. Alors déjà, on est plusieurs. Donc déjà, il y a un partage de responsabilité, c'est moins important, c'est moins grave. Et puis en plus de ça, il y a les gens qui nous payent pour faire ça. Donc c'est un petit peu aussi leur responsabilité. Donc il y a une diffusion de la responsabilité. Et puis en même temps que cette déshumanisation de la victime, c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus un désengagement moral. Et puis en fait, vous avez ce renforcement financier qui vient se greffer là-dessus, puisque chaque humiliation devient une source de revenus, la boucle est bouclée et tout roule. C'est un petit peu cette dynamique qu'on peut voir dans les expériences de Milgram qu'il a fait à Stanford, où il demandait à des étudiants de donner des coups de jus à des personnes qui étaient en fin de compte des acteurs, jusqu'où les gens peuvent aller lorsque ça n'est pas tout à fait leur responsabilité. Oui, c'est eux qui appuient sur le bouton, mais c'est quelqu'un d'autre qui leur commande d'appuyer sur le bouton. Donc, du coup, ils ont moins de responsabilités et ils peuvent plus facilement commettre ce genre d'acte. Et là, c'est un petit peu, entre autres, ce genre de méthode qui est utilisée et qui, là, dans ce cas-là, peut dédouaner la personne, ce qui va très bien faire l'affaire de narcissiques ou de personnes sociopathiques ou qui ont le trouble de la personnalité antisociale. Sociopathe, psychopathe, trouble de la personnalité antisociale, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Et donc, puisqu'on y vient, mais alors le public, déjà, qui
est-ce qui regarde ce genre de truc? Qui est-ce qui paye pour voir ce genre de choses? Eh bien, le public de Kik, et en tout cas aussi de ces... alors, en général, c'est le public de Kik, mais plus spécialement donc de ces streams, était majoritairement composé de jeunes adultes, masculins, sexe masculin. Et puis, il y avait une minorité, en fin de compte, qui finançait directement les humiliations, alors que la majorité restait spectatrice et passive, parce qu'ils n'avaient pas besoin de payer. Ils pouvaient laisser les autres payer et puis voir ce qui se produisait, en quelque sorte. Donc, vous avez un public qui est d'une certaine façon sadique à distance. Ils ont un plaisir direct de voir souffrir et ça ne leur coûte rien. Et puis, vous avez ce sentiment de pouvoir, vous avez l'argent qui vous donne un contrôle immédiat. C'est un petit peu comme vous allez avoir des streams où vous allez avoir des femmes qui vont se déshabiller ou faire certaines choses sexuellement devant la caméra. Vous payez, elles le font. Et ça vous donne une forme de contrôle à distance de la personne. Dans ce cas-là, on parle de sexualité. Et là, dans ce cas-là, on parle tout simplement de violence et de sadisme. Et puis, il y a cette désinhibition en ligne, puisque les gens sont anonymes. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait anonyme, on peut retrouver les personnes si on s'y met, mais il y a cet effet de foule, on fait partie d'une personne, il y a des milliers de personnes qui sont en train de regarder le stream en même temps, vous faites partie du groupe, vous vous perdez un petit peu dans la masse, tout est bien qui finit bien, personne ne vous remarque. Et puis, il y a cette banalisation progressive, justement, exactement la même chose que ce qui se produit chez la personne qui torture, c'est-à-dire que la violence devient un divertissement, et petit à petit, les limites se repoussent, vont de plus en plus loin, et on peut supporter plus facilement de la violence qui va justement de plus en plus loin et qui peut donc aller jusqu'à la mort, comme ça a été le cas ici. En gros, ça va rappeler les combats d'animaux ou les combats de boxe dans la rue, etc., ou même certains jeux de cirque. C'est une économie qui est basée sur le spectacle de la souffrance, tout simplement. Alors, après le décès de Jean, on peut lire des commentaires assez hallucinants de gens qui disent « Oui, mais ce sont ses frères, l'un d'entre eux était son père spirituel, ils ne sont pas coupables, il était d'accord, c'est lui qui le voulait, ils l'ont sauvé de beaucoup d'autres choses, s'ils n'avaient pas été là, il serait mort bien avant, il était dépressif, il ne faut pas en parler parce qu'il faut le laisser reposer en paix. » Donc, voilà. Donc, c'est une forme de dissonance cognitive. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a plus que ça, mais vous avez déjà une forme de dissonance cognitive parce que vous avez des personnes d'à côté qui disent bon, ce sont des amis, ils se présentent comme des amis très proches et presque de la famille, et ils ont causé sa mort. Donc, plutôt que de se dire là, en fin de compte, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, on ramène les choses en rationalisant pour réduire cette contradiction. Et donc pour ne pas voir ce qui s'est produit et ce qui s'est passé. Beaucoup de gens qui ont regardé ce genre de choses sans rien faire et qui peut-être culpabilisent un petit peu, ressentent un biais de loyauté par rapport au groupe. On va donc défendre son propre groupe et par là soi-même contre ces accusations parce qu'ils se sentent quand même un petit peu responsables et plutôt que de se remettre en question, il est bien plus facile de dire non, en fin de compte, il n'y a pas de problème. Alors voilà, ce sont un petit peu ces principes psychologiques et si vous y réfléchissez, vous pouvez voir que ces principes psychologiques, vous les retrouvez dans les relations toxiques où vous avez la cible des humiliations, qui va être la personne qui est humiliée par la personnalité toxique. Vous allez avoir le barbare. Dans ce cas-là, ça va être la personnalité toxique qui va humilier, voire frapper ou insulter. Oui, je mets les insultes et les coups sur un pied d'égalité parce qu'une personne qui vous insulte, c'est comme s'il vous donnait un coup. Je ne vois pas la différence. Et à partir du moment où une personne qui prétend vous aimer, vous insulte, vous donne des noms d'oiseaux ou ce que vous voulez, il est temps d'arrêter tout de suite.
Qu'il aille au cou ou qu'il n'aille pas au cou, il n'y a pas de raison d'aller jusqu'au bout pour voir jusqu'où ça va aller. À partir du moment où on arrive à ce niveau-là, c'est déjà trop loin. Donc, vous avez le perpétrateur. Donc, dans ce cas-là, la personne narcissique ou la personne sociopathe ou ce que vous voulez. Vous avez, dans le cas de Jean, c'était donc la cible de ses coups, de ses humiliations. Dans ce cas-là, vous avez exactement la même chose avec la cible de la relation toxique. Et vous avez les spectateurs qui payent pour voir et qui participent. Et ça, c'est exactement ce que j'appelle les facilitateurs, c'est-à-dire les personnes qui peuvent voir ce qui se produit, ou quand la victime ou la cible leur parle, vont lui dire « mais non, écoute, faut pas exagérer, etc., etc. » Vous avez exactement les mêmes principes. Donc, ça n'est pas en réduisant, en faisant des lois sur Twitch ou sur ce qu'on a le droit de mettre sur Facebook, etc., qui va changer quoi que ce soit. Il est nécessaire de changer la conception et la compréhension de certaines de ces choses, parce que sans ça, on n'y arrivera jamais. J'ai parlé dans cette vidéo du lien traumatique, et ça peut être une bonne chose pour rebondir un petit peu là-dessus, parce qu'il y a une forme de lien traumatique là-dedans, et vous pouvez voir cette vidéo ici.